Année 2023 et perspectives pour 2024, c'est la thématique de l'Air du temps de ce dimanche 31 décembre 2023. De 10h à 11h, Alassane Samba Diop reçoit Moussé Seydina Alioune Ndiaye, économiste, et Mamadou Ibrahima Fall, conseiller en diplomatie économique et négociateur international. L'Air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur la 90.3 Dakar, iRadio. Dimanche 31 décembre 2023, permettez-nous de souhaiter à tous nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs du groupe E-Média une excellente année 2024. De remercier toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés pendant cette année 2023, qui ont accepté de venir à nos émissions malgré la rigueur du dimanche, ce qui n'est pas évident, et aussi les annonceurs et tous les travailleurs du groupe E-Média, du gardien au plus haut niveau. Nous vous souhaitons une excellente année 2024, une année de bonheur, de prospérité pour vous, pour vos familles d'abord, et pour le Sénégal et pour le monde. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre studio Mamadou Ibrahima Fall. Ibrahima Fall, on ne le présente plus, c'est un négociateur international, économiste, qui a travaillé dans beaucoup de sociétés internationales. Il est conseiller en diplomatie économique et négociateur international. Nous attendons d'une minute à l'autre peut-être Seydina Alioune Ndiaye, qui devait nous accompagner dans cette émission. Il est économiste associé gérant du cabinet de conseil en stratégie management et finance SECAM. J'espère qu'il va nous accompagner pour faire le bilan de cette année 2024 et tirer les perspectives de 2024, 2023-2024. Merci Mamadou Ibrahima Fall d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais qu'on démarre par les événements qui ont marqué cette année 2023. De mémoire de Sénégalais, on n'a jamais connu autant de jeunes qui ont pris les pirogues pour partir à l'aventure. Des drames humains, chaque immigration est une histoire par rapport à la personne bien précise, et chaque motivation aussi par rapport aux jeunes. Pourquoi partent-ils? Si on fait aujourd'hui le bilan de cette immigration clandestine, et d'abord, quelle lecture faites-vous de ces jeunes qui quittent en masse, qui prennent des bateaux et qui sont persuadés qu'ils peuvent rencontrer la mort? Merci beaucoup Alassane. Merci pour l'invitation et vous prenant au mot et me joindre à vous pour féliciter et souhaiter la bonne et heureuse année à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, à vos lecteurs. Merci. Et à tous ceux qui vous suivent à travers vos différentes plateformes digitales. Remercier le peuple sénégalais et faire un clin d'œil à ma ville natale, Bambey, que j'adore beaucoup, que je porte au cœur, et aux amis qui sont à l'étranger et aux collègues qui sont à l'étranger qui nous suivent à travers vos plateformes. Revenant à votre question et relativement à ce qui secoue le Sénégal, particulièrement à sa jeunesse à travers cette série d'immigration, cette vague d'immigration clandestine que nous notons depuis un certain moment, ça me fait un pincement de cœur de revenir sur ces aspects qui ont marqué l'histoire récente du Sénégal. Alassane, la première fois que j'ai vu des images sur l'océan sortir de la mer avec des cadavres de jeunes Sénégalais, j'étais à New York, j'étais à Columbia University pour faire une spécialisation à Peace Education Center, the International Institute for Peace Education Center at Teachers College à Columbia University. Ce jour-là, quand j'ai vu à travers les slideshows de toutes les télévisions du monde des jeunes Africains mourir sur les plages, j'ai pleuré, Alassane. J'ai pleuré et j'ai fait un recul pour essayer de comprendre et ne pas admettre, mais comprendre les motivations derrière tous ces drames-là que nous venons de vivre. 15 ans après Alassane, ou 20 ans après, on revit les mêmes situations, les mêmes drames. Cela veut dire quoi? En un mot, cela traduit l'échec des politiques publiques au niveau des pays africains. Et particulièrement au Sénégal, parce qu'il s'agit du Sénégal. Absolument. Quand on voit des enseignants quitter le Sénégal pour traverser l'océan ou pour aller au Nicaragua, pour aller ensuite passer aux États-Unis, quand on voit des ingénieurs qui le font, quand on voit des milliers d'étudiants qui le font,
ça traduit quoi, Alassane? Ça traduit un manque d'espoir à notre système politique et à notre gouvernance économique et sociale. Parce que, qu'est-ce que la politique publique? Ce sont les réponses articulées par un gouvernement, par un pouvoir, pour répondre, pour solutionner les problèmes que vivent les populations. Nous avons une jeunesse. Aujourd'hui, avec le nouveau recensement, il y a plus de 65%, 70% des Sénégalais sont des jeunes. Et 70% des Sénégalais sont des jeunes. Et quand vous regardez le marché du travail, est-ce qu'à l'instant, vous savez que plus de 350 000 demandeurs d'emploi tapent à la porte, n'est-ce pas, des structures, n'est-ce pas, pourvoyeurs d'emploi pour demander de l'emploi? Qu'est-ce que l'État a comme ambition? 25-35 000 emplois par année. Où sont les 250 000 demandeurs d'emploi? Certains, vous me direz que avec Khayundawi et autres, c'est tapalé, pour dire Wolof. Ces programmes de tapalé et de politique politicienne articulés par l'actuel régime, le président Macky Sall en l'occurrence, qui ne donne aucune satisfaction au peuple sénégalais et en particulier aux jeunes sénégalais, qui sont de braves jeunes. Aujourd'hui, en venant, j'ai traversé des jeunes à Colobane, se lever très tôt pour essayer de trouver quelque chose pour leur famille. On ne me dira pas que cette jeunesse sénégalaise, que d'aucuns ont qualifié il y a de cela 30 ans, 40 ans, jeunesse malsaine, que d'autres ont pris comme levier, je parle en l'occurrence, l'ancien président de la République, qui est un rôle modèle dans une politique publique en matière de politique de jeunesse, Maître Abdoulaye Wade, et aujourd'hui, Macky Sall, un enfant du pays, un enfant du terroir, quelqu'un qui a fait ses études au Sénégal, qui a fait tout au Sénégal et à qui le Sénégal a tout donné. C'est pendant son magistère qu'on a vu multiplier par 4 les victimes de l'immigration clandestine. Cela veut dire, en résumé, que le régime de Macky Sall a échoué sur le plan économique et social. Maintenant, après ce constat, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien de diagnostiquer, de dire ce qui ne va pas, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le curseur? Pour changer le curseur, Alassane, permettez-moi de revenir sur quelques chiffres. Allez-y. Parce que moi, je suis un spécialiste des politiques publiques. Justement, quelles sont les solutions? Quelqu'un qui prend en considération les chiffres. Quelles sont les solutions? Avant de venir aux solutions, Allez-y. est-ce que vous savez qu'en 2012, l'endettement du Sénégal était de 2500 milliards Francs CFA. de francs CFA. 12 ans après, on est à 13 000 milliards de francs CFA. Autre donnée, le taux de chômage au Sénégal en 2012 était de 12%. Aujourd'hui, nous sommes à 23%. 23%. Autre chiffre, je l'ai dit tout à l'heure, les demandeurs d'emploi qui entrent dans le marché du travail, 350 000 personnes, de braves femmes, de braves hommes, qui demandent rien que ce que l'État leur doit et ce que les pourvoyeurs, les industries, les commerces et autres, les services doivent à sa jeunesse, à ses demandeurs d'emploi. En temps, il y a le croix démographique, il y a les naissances qui augmentent, qui n'ont pas été contrôlées aussi. Où sont les études prospectives? Justement, je voulais demander quelles sont les solutions par rapport à ça. Voilà. Maintenant, pour venir aux solutions, moi je pense qu'il faut restructurer le modèle économique sénégalais. En quoi faisant? En quoi faisant? D'abord en indiquant les priorités. Et les priorités sautent à l'œil, Alassane. Nous avons le secteur primaire qu'il faut développer. Alassane, Comment? avec une modernisation et un financement. Ce sont ces deux éléments qui permettent à un pays d'avoir une certaine souveraineté. Financement, chercher l'argent où? Où peut-on trouver les financements? L'argent se trouve partout, Alassane, aujourd'hui. Ah bon? C'est de l'ingénierie. C'est des montages, c'est de l'ingénierie. Le Sénégal a de l'argent. Le Sénégal mobilise un budget
un budget qui doit obéir à des priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, sous le magistère de Macky Sall, a orienté le budget du Sénégal vers des priorités porteuses de développement? La réponse est non. Elle est toute évidente et elle est non. C'est quoi les priorités porteuses de développement? Je viens de lister tout à l'heure. Le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Il faut développer ces secteurs-là. L'autre élément qu'il faut tenir en compte et qu'il faut développer et inculquer cette culture patriotique, c'est les hommes d'affaires sénégalais. Faire de telle sorte que les hommes d'affaires sénégalais puissent être les moteurs et les leviers du développement économique de ce pays. Comment? En renforçant l'architecture nationale en matière de doing business. Cela veut dire quoi? Faciliter aux entrepreneurs l'investissement. Est-ce que vous savez, à travers le monde, le doing business a été abandonné, hein? Semble-t-il, c'est un grand échec. Non, il y avait beaucoup de trafic dans le doing business. Non, j'utilise le terme doing business, pas dans le le concept doing business, mais en anglo-saxon, faire du business. Ah, c'est important. The fact of doing business. Il faut préciser. Oui. C'est pas l'organisme. Le doing business de la Banque mondiale. Non, pas ça. Très bien. Donc, l'investissement. Le Sénégal devrait avoir aujourd'hui une banque souveraine d'investissement. Quelle est l'utilité d'une telle banque? Il y a la BND, non? Alassane, vous pouvez citer plusieurs exemples. Non, la BND. Donc, elle fait pas son travail? Elle a échoué. S'il y a la BND et qu'aujourd'hui, pour qu'un entrepreneur puisse trouver un investissement et investir dans le secteur qui l'intéresse et qui ne le trouve pas, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu, ou quelque part, la structure qu'on a mise en place pour répondre à ces solutions est une structure de façade. Est-ce qu'on peut changer le pays, le faire développer, si on ne change pas, ne réforme pas l'éducation, la formation? Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce point bien précis? J'ai cité tout à l'heure comme priorité le secteur primaire à développer par l'innovation, par la recherche de financement et par des infrastructures innovantes en matière d'agriculture, de pêche et d'élevage. Les outils existent, le savoir existe. Maintenant, il faut une dynamique pour accompagner ce processus-là. Et la formation. Venons maintenant au pilier fondamental. Alassane, on a été formé à l'école sénégalaise et on a été très bien formé. Aujourd'hui, allez-y dans nos écoles. De l'école primaire à l'université. Parlez aux étudiants. Vous avez envie de vomir. Vous avez envie de rire et vous avez envie de pleurer. Mais est-ce que la formation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants, elle est adaptée aux nouvelles réalités économiques mondiales? Est-ce qu'elle est adaptée? Du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour changer? J'ai dit à l'entame de mes propos et tout au début, n'est-ce pas, de l'émission, la restructuration. Et cette restructuration ne s'arrête pas dans des secteurs stratégiques comme je viens de dénommer, mais cette restructuration aussi passe par l'éducation, par la restructuration de notre système éducatif. On va former, on va instruire, on va éduquer. Ces trois valeurs, ces trois éléments. Aujourd'hui, nous sommes, pour comprendre le retard que nous accusons, nous vivons dans un monde de conflit, dans un monde de compétition, et dans un monde où plusieurs pôles s'affrontent et compétissent. Nous sommes dans un monde des données. Nous sommes dans un monde des souverainetés ou des souverainistes. Mais nous sommes aussi dans un monde où celui qui n'a pas une souveraineté en matière d'éducation, en matière d'infrastructures technologiques, celui qui n'essaie pas d'avoir une souveraineté monétaire, une souveraineté budgétaire et une souveraineté d'investissement. Oui, mais de façon concrète, si on regarde le Sénégal aujourd'hui,
vous avez besoin, vous, de façon triviale, hein, le soir, d'un problème d'électricité chez vous, de plomberie, de maçonnerie, vous avez du mal à trouver un bon maçon, un bon plombier, un bon électricien. Et pourtant, la jeunesse, elle est là. Et dans d'autres pays normaux, vous appelez sur un numéro de téléphone, on vous envoie un bon menuisier, un bon plombier. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au Sénégal de s'organiser, de créer des entreprises où les maçons, les plombiers sont à la disposition de ceux qui en ont besoin? Alassane, tout repose sur une volonté politique. Et ça c'est pas peut-être l'État, c'est peut-être les hommes d'affaires qui doivent créer ces entreprises-là. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Je l'ai dit dans une émission avec une télévision de la place. Le secteur, prenons l'exemple du secteur privé sénégalais. Aujourd'hui, on parle de Auchan. Il y a combien d'hommes d'affaires sénégalais qui pouvaient non seulement répéter Auchan, mais créer un label sénégalais qui va compétir Auchan? Il y a des tentatives. Pourquoi ces tentatives ont échoué? C'est parce que l'environnement ne s'y prête pas. Un. De deux, tout le monde se déclare commerçant ou entrepreneur oui, mais ou homme d'affaires. Pourquoi Auchan réussit quelque part et que les nationaux échouent? Pourquoi? Mais vous me posez une question très délicate, mais à laquelle je vais essayer de répondre. J'ai fait plus de 30 ans dans l'international. Et je parle avec un pincement de cœur quand je vois ces Sénégalais de la diaspora qui reviennent, qui essaient de faire quelque chose dans leur communauté, dans leur pays. Et souvent, c'est pas facile à dérouler des programmes porteurs, n'est-ce pas? Vous avez parlé de ceux qui échouent, les nationaux qui échouent. À mon avis, il faut avoir plusieurs éléments d'explication. Lesquels? La première explication se trouve dans la mentalité, dans le mindset de nos hommes d'affaires. Alassane, un homme d'affaires sénégalais préfère investir dans l'immobilier que de prendre le risque de créer une entreprise, une industrie. Un homme d'affaires sénégalais ne prend pas le risque d'investir à long terme. Aussi, pourtant, il y en a certains qui investissent. Il y en a qui réussissent. Qui n'arrivent pas à s'en sortir. Non. Aujourd'hui, il s'agit de parler de ceux qui ne réussissent pas. Oui. Dis pourquoi ils ne réussissent pas. Le long terme. Créer une entreprise aujourd'hui et dire que sama njaboot bu ko jariñoowul génération yi di ñëw dinañ ko jariñoo. Mais moi, la question que je voulais poser, pourquoi un investisseur étranger qui investit au Sénégal réussit son commerce, alors qu'un Sénégalais ici qui fait pratiquement la même chose, mais le même exemple, n'arrive pas à s'en sortir? Quelles sont les raisons qui font que le Sénégalais ne s'en sorte pas, que l'étranger arrive à s'en sortir? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Vous avez parlé de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue aussi de l'accompagnement, de l'accompagnement de l'État, est-ce que ces Sénégalais sont plus au sérieux? Est-ce qu'ils sont accompagnés réellement? Est-ce qu'eux-mêmes aussi ont de la rigueur qu'il faut pour réussir? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. D'abord, l'accompagnement, vous l'avez dit. Aujourd'hui, Alassane, vous voulez investir dans les médias, vous voulez avoir un holding. Je prends votre exemple, il y en a tant d'autres. Vous tapez à la porte d'une banque, vous aurez des difficultés de trouver un financement pour mener votre activité. C'est clair. Et ça devrait être un élément de souveraineté. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, je ne me parlais plus de la BNDE, devrait avoir des sources de financement pour accompagner les hommes d'affaires sénégalais et les entrepreneurs en herbe. Mais pourtant, l'État a mis en place les fonds 6, les fonds GIP, la DER. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a échec. Si l'État a mis en place toutes ces plateformes pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner les hommes d'État, les hommes d'affaires, et qu'aujourd'hui, à l'arrivée, après 12 ans de magistère, on revient pour parler de ces difficultés-là, non seulement de ces difficultés, mais de la faillite de ces hommes d'affaires sénégalais, cela veut dire carrément les instruments qui ont été mis en place ne fonctionnent pas, ou fonctionnent pour certains. Pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Mais
Là, c'est le management, c'est le management des gens, le choix des gens. Le choix, il est important. Aujourd'hui, il est temps de rimer parcours et discours. Et moi, je donne un intérêt particulier au parcours. Quel est votre parcours? Où vous avez été? Parce que pour vous, le choix des hommes et des femmes qui dirigent les instances doivent être extrêmement rigoureux pour savoir leurs compétences, s'ils peuvent être Je vais vous dire une chose. à niveau. Je vais vous dire une chose très importante, Alassane, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous envoyez, je prends à un niveau très élevé, si vous envoyez un dossier d'un Sénégalais expert et qui sait faire les choses sur la table de Monsieur le Président de la République, l'ex-le président de la République, vous savez la question qu'il demande? Non. L'Oumma Defal. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Cela veut dire qu'est-ce qu'il a fait pour le parti ou qu'est-ce qu'il a fait pour que je gagne? On oublie souvent qu'il y a des expertises qui ne font pas de la politique politicienne et qui veulent s'engager pour leur pays. Il y a des expertises disponibles au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora, expertises à mobiliser au service du bien du Sénégal. Et ça, si un homme d'État ne l'a pas, il échoue. Il faut être entouré. Parce que pour comparer un peu à côté de chez nous, en Côte d'Ivoire, on a vu que la plupart des postes sensibles, c'est des appels à candidature. Même récemment, le directeur des impôts et domaines en Côte d'Ivoire, c'est un appel à candidature qui a été lancé. Et quel est l'intérêt de ça? Ça stimule. Ça stimule. Ceux qui vont concourir vont se dire, mon dossier ne dépend pas de la bonne volonté de Alassane Samba Diop ou de Mamadou Ibrahima Fall. Mon dossier, ce qui va déterminer l'issue de mon dossier, c'est le parcours, c'est l'expertise, mais c'est aussi les valeurs que je porte. Parce que souvent on oublie qu'il ne s'agit pas d'avoir des doctorats, il ne suffit pas d'avoir des PhD, il ne suffit pas d'avoir des maîtrises, il suffit de les avoir, oui, mais il y a un autre aspect qu'il faut, le sentiment et l'exemplarité dans l'exercice de tes fonctions. Ça, c'est important. Malheureusement, Alassane, il faut le dire, au Sénégal, à l'état actuel, ce sont les hauts fonctionnaires qui sont des milliardaires et les commerçants, les mendiants. Oui, parce qu'il y a eu un constat qui a été fait, c'est la politisation de l'administration. Certains candidats disent, quand ils seront au pouvoir, qu'ils vont enlever, interdire aux hauts fonctionnaires de faire de la politique. Est-ce que vous pensez que le fait que les hauts fonctionnaires fassent de la politique ici au Sénégal fait partie des problèmes de gestion du pays? Moi, ce débat-là, parce que la politisation de l'administration, il y a une partie qui est vraie, hein, qui est vraie. Mais je pense que un citoyen, un haut fonctionnaire a le droit de faire de la politique. Ça dépend du secteur que tu gères. Non, il a le droit de faire de la politique. Mais en choisissant de faire de la politique, vous quittez l'espace des services techniques. Et vous vous engagez politiquement. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, dans d'autres pays, on parle d'administration Obama, on parle d'administration Clinton, on parle d'administration de celui qui a été élu. Ça, là-bas, l'administration, elle est d'abord politique. Parce que vous êtes élu, vous avez une vision, vous avez un programme de société et vous voulez dérouler et avoir des résultats. Vous allez compter sur l'expertise des gens qui vous accompagnent, pas seulement, mais vous allez aussi compter sur toute cette technocratie formée par l'école sénégalaise. J'évite le mot élite sénégalaise, par l'école sénégalaise, qui sont à Fongolemi, qui sont à Bambey, qui sont à Ndondol, qui sont à Réfane, qui sont à Ngoy. Tous ces fils-là et ces filles capables de mobiliser leurs énergies, leurs talents, leurs ambitions et leurs rêves au service du Sénégal doivent être mobilisés. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. L'autre élément
L'autre élément, j'y tiens beaucoup, c'est la valeur. C'est la valeur. Alassane, vous avez choisi de faire du journalisme. Vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Dans l'exercice de votre métier, ce n'est pas un Mamadou Ibrahima Fall qui va venir vous dire comment dérouler une émission. Ça, c'est une valeur personnelle, c'est un caractère. Il nous faut des intellectuels avec un caractère de serviteur et non de jouisseur. Nous sommes passés d'une administration de serviteurs à une administration de privilèges et de privilégiés. Mais comment changer tout cela? Quelles sont les choses qu'il faut mettre en place? Est-ce que les institutions au Sénégal sont assez fortes, assez solides pour résister justement à ce genre de pratiques? Vous parlez tantôt d'Obama et de Clinton. Quand ils viennent au pouvoir, les gens savent faire la différence entre le parti et la patrie. Mais c'est parce que c'est un système qui fonctionne. Et il y a des erreurs, il y a des manquements. Mais quand il y a des manquements, le système a des éléments à l'intérieur qui corrigent. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Vous avez vu un juge de Ziguinchor prendre des décisions. Vous avez vu la Cour suprême reprendre la même décision. Et vous avez en face de vous un président de la République qui, par la force, vous dit « ça ne passera pas ». Vous savez que la définition d'un tel État, c'est un État voyou. La définition d'un État voyou en droit international, c'est un État qui ne se soumet pas à la loi. Mais comment faire pour que l'État se soumette à la loi? Comment faire pour que les institutions soient fortes? Parce que le système est porté aussi par des hommes et des femmes. Exactement. Et comment justement inculquer à ces femmes, à ces hommes qui dirigent un système, ce que vous parlez tantôt de valeurs, tantôt d'éthique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça revienne dans le curricula de nos politiciens ici au Sénégal? Vous venez de poser la question cruciale qui va déterminer les élections de 2024. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal doit rompre avec le paradigme, l'ancien paradigme qui constituait à sanctionner un président et ne pas élire un président. Alassane, un rôle modèle, il est important dans un pays, un leader. Et aujourd'hui, vous avez 93 candidatures qui sont déposées au Conseil constitutionnel. Et certaines de ces candidatures, la plupart savent très bien qu'ils ne remplissent pas les conditions de le faire. Ils déposent quand même. Il y a certains qui disent que ça annote la vitalité de la vie politique au Sénégal. Non. Ça détermine la médiocrité et l'abaissement, n'est-ce pas, de la pratique politique au Sénégal. Un pays qui n'a même pas 20 millions d'habitants, qui va à des élections, avec le coût des élections, avec la responsabilité qui sied sur les épaules d'un président de la République, on nous parle de 264 candidatures. Alassane, vous et moi, s'il s'agit de capacité, s'il s'agit de parcours, qu'il s'agisse de programme, on pouvait déposer nos candidatures. Mais non, le Sénégal vaut plus que ça. Le Sénégal vaut plus que nos sorts individuels et collectifs. Et ce Sénégal-là, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il peut porter l'ambition du Sénégal vers des lendemains meilleurs. Non. 90 candidatures. Vous pensez que ça va passer comme ça? Et la seule chose que le président Macky Sall a fait dans le domaine, dans le secteur de la pratique politique, qui, à mon avis, est une chose très importante, est le parrainage. Maintenant, ce parrainage devait être accompagné, avant de retirer une fiche de parrainage, il faut d'abord verser la caution, et que la caution soit une caution beaucoup plus élevée. Ce n'est pas le coût de la démocratie ou le coût d'une candidature, mais quand on est en face des irresponsables, l'État doit prendre ses responsabilités. Et ce parcours-là que les Sénégalais ont fait pour aller retirer des candidatures fantaisistes, illégitimes, ça, c'est parce qu'aujourd'hui,
la politique est ce qu'elle est. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Dès demain, c'est le 1er janvier 2024. Sur le plan économique, quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place? Parce qu'on parle de 2024 comme étant une année de production du gaz et du pétrole au Sénégal. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que l'économie du pays puisse davantage tirer bénéfice de ces ressources pour le bien des populations? Merci pour cette question très, très importante. D'ailleurs, j'ai dit au début de l'émission la restructuration. Alassane, aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'affrontent. Les souverainistes et les mondialistes. Il n'y a pas autre chose. Certains... Il y a aussi les populistes. Hein? Vous les trouvez dans les deux camps. Vous les trouvez dans les deux camps. C'est ce qui veulent un modèle économique souverain. Et quand je parle de souveraineté, vous me prenez au mot et permettez-moi d'expliquer ce que je comprends par souveraineté. Qu'est-ce que vous comprenez par souveraineté? C'est pas se détacher d'un monde dynamique. C'est apporter le meilleur de soi-même à l'économie mondiale et faire profiter le meilleur à ton pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aujourd'hui, le modèle, le made in sénégalais doit être exportable d'abord. Le Sénégal d'abord. Ensuite, les autres. Ça, essayer d'asseoir des politiques économiques qui conduisent le Sénégal, le Sénégal plutôt vers une souveraineté à 50, 60, 70%, mais le reste, vous l'importez. Mais aujourd'hui, le Sénégal importe plus de 75% de ce que nous vivons. Mais comment inverser la tendance? Par des politiques publiques, Alassane. C'est-à-dire par des programmes, par des ajustements, par une restructuration du modèle économique, une nouvelle architecture économique du Sénégal qui aura comme fondamentaux, comme pilier fondamental et comme paradigme la souveraineté. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est investir dans l'éducation. Réorienter le système éducatif sénégalais vers la formation professionnelle. Vous l'avez dit dans vos propos. C'est très important que nos jeunes qui finissent le BFM, qui finissent le bac, et qui ne veulent pas aller à l'université, qui ne pourront pas faire des études supérieures, puissent être formés dans des secteurs porteurs d'emploi et porteurs de productivité. Et ça... Il y a déjà les ISEP au Sénégal. Dans certaines universités, il y a des centres de formation qui sont en train de mise en place. Allez-y dans des centres de formation. Vous n'y trouverez même pas du matériel. Ah si. Ah non, moi il y a des jeunes quand même qui sont sortis. Moi je suis de Bambey. Il faut quand même remettre à César ce qui n'est pas César. Il y a des jeunes qui sont formés, des ingénieurs, des mécaniciens qui sortent de ces écoles, qui ont des matières de formation. Je ne dis pas il faut le préciser. Je ne dis pas. Merci beaucoup. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Ah. Et ça devrait être même. Autre chose. Ça devrait être le modèle. C'est-à-dire qu'il faut s'appesantir sur la formation professionnelle vers des métiers de l'avenir et les métiers du présent. Alassane, aujourd'hui nous sommes dans un monde innovant. Oui. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous savez qu'on importe des produits et des applications? Et pourtant, on a des jeunes Sénégalais. Allez-y, prenez un site technologique, vous le mettez à Mbour, vous le mettez à Bambey, vous le mettez à une ville du Sénégal, et faire de ce centre un centre technologique qui va former des ingénieurs, qui vont vous développer des applications avec de la productivité et des applications porteuses, n'est-ce pas, de développement. Aujourd'hui, la façon de faire de la télé est innovante. Aujourd'hui, la façon de faire de l'agriculture avec, n'est-ce pas, les drones, on en a. Aujourd'hui, il existe des applications
ou des technologies avec des spécificités qui permettent à ces jeunes-là d'avoir de l'emploi, mais aussi d'être pourvoyeurs même d'emplois et de services. Ça, il faut le développer. Et pour le développer, il nous faut un président de la République qui aura comme priorité le développement du Sénégal, qui n'aura pas comme priorité de faire des infrastructures de façade. Certains vous disent BRT. Ce que j'ai vécu, ce que je vis, si je vois ce qu'on est en train de construire, et on nous dit on a mis des milliards et des milliards de nos francs CFA avec ce qu'on vient de construire. Vous voyez le ciment. Pour un Sénégalais lambda, peut-être c'est une ambition. Mais pour nous qui avons voyagé, pour nous qui avons l'expérience de vivre d'autres modèles, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Parce que tout simplement, on pouvait avoir mieux. On pouvait avoir mieux. On pouvait avoir mieux si on sait voir mieux et si on a pratiqué mieux. Parce que pour vous, les ingénieurs sénégalais qui ont fait ce travail ne sont pas à la hauteur. Non, la conception, elle est bonne. La conception. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la conception, la réalisation. Dans la réalisation, vous pouvez concevoir, Alassane, je dis un micro, avec des spécificités que vous voulez. Mais dans la réalisation, si vous mettez du matériel de seconde main, ça donne quoi? Le Sénégal doit avoir une ambition très forte. Le Sénégal doit s'élever et se hisser aux standards internationaux. Vous allez au Maroc, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en Australie, vous allez aux États-Unis, vous allez en France. Vous allez voir ce qu'on appelle une infrastructure de qualité. C'est ce que nous voulons pour le Sénégal. Et c'est ce que les Sénégalais attendent de leurs gouvernants. C'est ce que le Sénégal attend du budget qu'on a mobilisé pour dire au président de la République, ndugg maa ngi nii demal nga duggi toggal ñu togg boo xamante ne nii Sénégalais bu ko tiim dana xam ne lii rafet na lii neex na lii Sénégal yéene na ko boppam. Maintenant sur l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut faire? L'agriculture, on a parlé, et j'ai aimé le dernier discours du président de la République quand il parlait de souveraineté alimentaire. Je pense que c'est là où il devait passer quand il est accédé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut pour une souveraineté alimentaire? Qu'est-ce qu'il nous faut pour asseoir une souveraineté alimentaire? C'est d'abord restructurer l'agriculture sénégalaise avec le terme que j'aime beaucoup employer, l'innovation technologique, la formation de nos paysans et l'encadrement. Alassane, il y a de cela 2 semaines, j'ai eu la chance d'aller à l'ISRA de Bambey avec des amis belges. Un, c'est un compatriote avec qui j'ai été. Et quand je suis entré à l'ISRA de Bambey, tenez-vous bien, moi, ministre de l'Agriculture, aller à l'ISRA de Bambey, en l'état actuel, je démets le directeur qui est là-bas. Mais pourquoi? Prenez vos micros, allez-y, je vous loge, je vous nourris, vous allez visiter l'ISRA de Bambey et vous allez visiter tous les sites qui sont à l'ISRA de Bambey. Alassane, vous allez pleurer quand on vous dit qu'ici on forme des ingénieurs agronomes. Ceux-là qui vont porter l'agriculture sénégalaise, vous n'y croirez pas. Les gens pensent à de beaux bureaux. Ils pensent à de beaux bureaux, à de belles voitures, mais ils ne pensent pas à la terre, ils ne pensent pas à l'agriculture. Malheureusement, c'est ça. Le jour où on aura des ingénieurs agronomes, des médecins, des enseignants qui ont pris le sens et l'engagement sacerdotal de faire de leur service un service pour la communauté, ce jour-là, le Sénégal se transformera. Mais ça passera par un leader qui nous nourrit une forte ambition et un caractère inébranlable pour porter le Sénégal vers les lendemains meilleurs.
Et c'est cela que nous attendons, n'est-ce pas, des leaders politiques qui concourent au suffrage universel des Sénégalais. Et sur le plan de l'industrie, qu'est-ce qu'il faut faire? L'industrie. C'est le même constat. Un pays qui n'a pas d'industrie, un pays non industrialisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'industrialiser? Ah mais c'est industrialiser le pays. Comment? C'est-à-dire que avoir une politique d'industrialisation et un plan sur 10 ans. Sur 10 ans. On va se dire, il y a des terroirs au Sénégal. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut de grosses industries? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut développer les TPE, les PME et les PMI? Parce qu'il y a des modèles d'industrialisation. Quand vous allez en Allemagne, ce sont les PME et les PMI qui portent l'économie. Quand vous allez en Chine, idem. Quand vous allez en Inde, ce sont les industries familiales, domicile, qui portent l'économie hindoue. Ici au Sénégal, quel type d'industrie il faut mettre en place? Moi, je passe par l'intermédiaire, les PME, PMI. Comment les développer? Les petites et moyennes entreprises. Comment développer les petites et moyennes entreprises au Sénégal? Comment les développer? D'abord, les TPE. Repenser l'architecture générale, n'est-ce pas, de l'industrie sénégalaise. Ça, c'est un volet. Le volet programme, le volet plan, avoir un plan d'industrialisation du Sénégal. Comme on a arrêté le plan d'aménagement du territoire, on ne va pas arrêter le plan d'industrialisation du Sénégal. Ça, il nous faut un plan et un programme d'industrialisation du Sénégal. Ça, c'est un élément. Mais ce plan et ce programme doivent être accompagnés par un modèle économique viable. Quel modèle? Un modèle qui reposera sur accompagner les investisseurs. En quoi faisant? En créant d'abord. Vous allez me dire qu'il y a BNDE, il y a FONGIP, il y a autres. Mais il faut les réévaluer. Il faut réévaluer. Et je pense que c'est là où le président Macky Sall a eu tort et aura rendez-vous avec l'histoire. Il a mis beaucoup de programmes, beaucoup de structures pour l'emploi des jeunes, pour le financement de l'entrepreneuriat. Mais après 12 ans, qu'est-ce qu'on a constaté? Un échec total. Je ne dis pas partiel, mais c'est un échec total. Quand des milliers et des milliers de jeunes quittent le Sénégal pour aller chercher l'emploi ailleurs, quand on chante le Khayundawi, ça donne quoi, Alassane? Ça donne des gens qui n'ont pas l'ambition de créer des entreprises, mais les gens qui ont l'ambition de jouir. Ce sont ces gens-là qu'on a financés. Mais les vrais entrepreneurs, les vrais modèles, jeunes modèles, on les a laissés. Si vous allez à Bambey, vous les voyez faire du moto Jakarta, taper à la porte pour avoir de l'argent, pour avoir un emploi. Ils ne demandent pas beaucoup, ces jeunes-là. Et c'est des cadres. D'autres, porteurs de rêves. Il faut regarder ces jeunesses-là. Mais pas cette jeunesse politique, politicienne, qui vous accompagne, qui vous applaudissent. Malheureusement, c'est ça le Sénégal. Et ça, comment on peut le changer. Comment changer tout cela? Alassane, le changement est porté par des hommes et des femmes. Le jour où le Sénégalais, vous et moi, nous tous, nous aurons la ferme conscience que ce pays sera le pays que nous voulons. Un pays reflet de nos rêves, reflet de nos talents, reflet de nos ressources, reflet de nos ambitions individuelles et collectives. Le jour où on aura ça comme mindset, le Sénégal développera. Mais tout ça, c'est des slogans. Mais comment avoir ce mindset dont vous parlez? C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas d'aligner des qualificatifs et des superlatifs, c'est de dire de façon concrète comment changer la mentalité des Sénégalais portés sur le développement. Par où il faut passer? Par le leadership du chef. Oui. Pas que le chef seulement. Non, par le leadership. Il y a aussi les gens qui suivent. Les gens vont suivre. C'est ça même la définition de leadership. Oui. C'est inspirer par exemple et se faire suivre. On n'en a pas. On n'en a pas. Le président Macky Sall avait, à l'entame, n'est-ce pas, de sa magistrature, parlé d'une certaine pédagogie par l'exemple. Je me l'appliquerai.
Mais est-ce que les Sénégalais sont prêts à payer le prix? Mais si le chef paye le prix et que le prix est lourd, la troupe paiera le prix. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Sénégalais, quand on applique la loi, la première chose qu'ils font, c'est de négocier la loi. C'est de demander l'intervention de son marabout. Demande l'intervention de son voisin. Est-ce que dans un pays où personne ne respecte la loi, d'abord nous-mêmes, en sortant de chez nous, on ne respecte même pas les poubelles qu'on met là dans la rue, est-ce que ce pays, on peut aller dans chaque maison, prendre chacun, le faire changer? Malheureusement. Ah non, je pose la question. On y arrivera. C'est vous qui l'invitez, moi je pose la question. On y arrivera, Alassane. Comment? Est-ce que, Alassane, vous et moi, aujourd'hui, dans la pratique quotidienne de nos activités, là où nous sommes, nous nous confrontons à ces réalités. Et nous violons la loi tous les jours. Non, on ne viole pas la loi. Si. Je parle de ces Sénégalais, Sénégalais exemplaires. Un petit exemple. Vous allez dans la route au Sénégal aujourd'hui, il y a les feux rouges qu'on a commencé à mettre dans la route. Mais personne ne respecte le feu rouge. Personne ne s'arrête au feu rouge. Il y a certains Sénégalais qui pensent qu'ils doivent passer le feu rouge sans le respecter. Il y a des Jakartamans qui pensent qu'ils ne doivent pas s'arrêter au feu rouge. D'abord, ça soulève le problème de l'éducation et de la formation dans les écoles. Oui. Dans les écoles. Former, éduquer, instruire. Dans les écoles et à bas âge. Pour que l'enfant ait ce culte. Ça doit être un culte et une culture. Et justement, est-ce que ce travail ne doit pas être un travail individuel de chacun chez nous, dans nos maisons d'abord? Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers. Et je vous dis, Alassane, c'est très facile. Mais si vous essayez d'être exemplaire à ce niveau... C'est pas aussi facile que je le dis. Non, mais il faut être constant dans la persévérance. Il faut aussi être constant dans les mesures. Vous prenez une mesure aujourd'hui, votre maman saute parce qu'elle trouve que la mesure est trop forte. Pour elle-même d'abord, pour ses enfants, dites-lui, maman, cette mesure va être appliquée. Et vous lui donnez les motivations. Pourquoi cette mesure? C'est difficile, hein? Moi, dans ma vie quotidienne, je me confronte à ces réalités-là. Ces réalités d'inspirer par l'exemple et de faire les choses en observant la loi et en essayant de l'appliquer, mais de me l'appliquer moi-même. Voilà. Mais tout autour de vous, vous allez créer des ennemis. Ouais. Les gens vont dire que Dafa Sohor. J'aime bien répéter la phrase qu'Ousmane Tanordien disait souvent en parlant du Parti Socialiste, que chacun gagne chez lui, le parti gagne partout. Mais il faut changer le slogan en disant que chacun change, tout le pays change. Merci infiniment à Mamadou Ibrahim Fall, conseiller en diplomatie économique et négociateur international. Amadissi était à la technique, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Merci à vous, Alassane. 90.3. Ici et ailleurs. E-radio. E-radio 90.3. Ici et ailleurs. Le meilleur de la radio, 90.3. Le meilleur de la radio, 90.3. E-radio, il est 11h.
rajo fukki waxtu ak benn di 11h05 la def bi la équipe xibaar ci kàddu gi Assane Toblo Amady Si moo féetee ci machine bi ñu daal di koy doore rek ci jogante présidentielle yi daal di dëgmal ak conseil constitutionnel la muy amal ci liggéey ngir ñu xam ñi war a bokk ak ñi wartu bokk ñaar fukki mandataire yañ fa wóolu woon fukk ak juróom-ñett ñoo fa daal di wuy si nekki démb Ousmane Sonko jàppale ne nag moom ndawal mujjul teew maître Ciré Clédor Ly daal di joxe ak ngant nga tax kon ñi daal di jàll ci yeneen liste yi jamono joojule waa benn bokk yaakaar ñu ngay takkatoo ñoom itamit ngir rek daal di tekk seen i pexe ba mën a génn ci wàllu ko élection yi ak jotaay lañ ko doon mandargal yi ca Matam moom collectif conseil municipaux yi nekk ci bokk jawee ñoom ñu waxandoo ci génn ko kaddu naqarlu seen maire bi nga xam dañ ko daal di agressé di wuyoo ci turu Kalidou Wagué nee nañu nag kii di député bi di Farba Ngom moo ko daal di song ak ay defkati ñaawteef xibaar yi bitim réew république démocratique du Congo tey nekk fa bisub dëgg ak sottandiku njurée fii ci mbañ gàcc yi ñeel élection yi ñu fi doon amal ci wàllug palum njiitum réew lu aju ci wàllug tàggat yaram fukkeelug bëccëg bi ci wàllug Ligue 1 bi loolee tamit ay jongante yu am solo tey ji ñu ngi ko ci daal di xaarandi seen émission journée du dimanche kay set Ndiath Fall Ndiaga Sylla expert ci wàllug élection mu lay dalal tey jile ay laaj ak tontu ngeen mën ko teewlu jàngin jëf ci déglu bi. L'expert électoral Ndiaga Sylla est l'invité du jury du dimanche. Face à Aïssata Ndiaye, il va aborder les sujets suivants: la présidentielle de 2024 et le défi de la transparence et de l'inclusivité, le Conseil constitutionnel, le processus de dépôt des candidatures, le contrôle des parrainages et la validation des candidatures, le rôle de l'administration dans le processus électoral et la transparence de l'élection présidentielle de février 2024. Posez vos questions via WhatsApp au 78 178 97 05 ou notre page Facebook. L'expert électoral Ndiaga Sylla devant le JDD. C'est ce dimanche 11h sur e-radio, 12h sur ITV et notre plateforme digitale. E-Média, c'est l'info certifiée. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce dernier numéro de l'année 2023 un expert électoral. Vous l'aurez compris, le contexte électoral oblige. Monsieur Ndiaga Sylla, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Aïssatou et bonjour à tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. C'est un plaisir pour moi de revenir ici en ce moment crucial pour l'avenir de notre pays. Nous sommes le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'an. C'est l'occasion pour nous également de souhaiter nos meilleurs vœux à toute la population sénégalaise, à tout le monde. Bonne et heureuse année à vous aussi, Monsieur Ndiaga Sylla. Alors, Monsieur Ndiaga Sylla, on est en plein dans le processus électoral pour la présidentielle de février prochain, étape cruciale pour les candidats. Le parrainage, vendredi 29 décembre, le Conseil constitutionnel a établi l'ordre de passage des candidats à l'élection présidentielle pour la vérification de leur parrainage au terme d'un tirage au sort. Alors, est-ce que le tirage au sort pour départager les candidats peut garantir une représentation équitable? Bon, il faut quand même reconnaître que, au-delà du code électoral, le Conseil constitutionnel a pris une première décision allant dans le sens justement de normer les procédures justement de dépôt et de contrôle des candidatures et de contrôle des parrainages. Une décision que j'ai d'ailleurs saluée à travers une analyse que j'ai faite et publiée par la presse pour reconnaître effectivement la portée justement de la décision du Conseil constitutionnel essentiellement en 3 niveaux. D'abord, la dernière modification du code justement indiquait que le tirage au sort devrait déterminer en fait l'ordre de dépôt des candidatures. Et le Conseil, dans sa décision, a dit clairement et d'ailleurs avec justesse que le tirage au sort ne va pas déterminer l'ordre justement de dépôt de candidature,
mais plutôt l'ordre de contrôle et de vérification des parrainages. Alors, on peut penser que le Conseil d'emblée a foulé au pied en fait le code électoral, mais au fond, il s'est appuyé sur les dispositions pertinentes de la Constitution qui donnent la possibilité aux candidats de pouvoir déposer leur candidature entre 75 jours et 60 jours avant la date du scrutin. Or, le tirage au sort qui devait porter sur l'ordre justement de dépôt de candidature tel que fixé par le code contraignait en fait les candidats à se présenter dès le premier jour, c'est-à-dire le 11 décembre. Deuxièmement, le Conseil a décidé que, contrairement à ce qui est dit dans le code, pour ce qui concerne les candidatures indépendantes, parce qu'à la suite justement du référendum de 2016, le code électoral a été modifié. Et le prétexte, c'était justement de prendre en compte les implications de la révision constitutionnelle sur le code électoral. Moi-même, j'avais été recruté par le ministre de l'Intérieur à l'époque. Nous avions pensé qu'il était important, à partir du moment où on a généralisé la participation des indépendants à tous les types d'élections, qu'il fallait donc d'abord, dans un premier temps, définir en fait le statut de l'indépendant. C'est pourquoi, dans le cadre du code, il est clairement dit aujourd'hui, est considéré comme candidat indépendant celui qui n'a jamais milité dans un parti ou celui qui a cessé toute activité militante au moins 1 an avant la date du scrutin. Oui. Peut-être que l'erreur qu'on a commise, c'est en voulant effectivement avoir un concept englobant qui prend en charge à la fois les élections de liste et les élections en fait présidentielles. Nous avons défini en fait le terme en disant entité regroupant des personnalités indépendantes. Or, pertinemment, le Conseil constitutionnel a aujourd'hui cassé la poire en deux en retenant ce qu'il y a dans la Constitution, parce que l'article 4 de la Constitution, comme l'article 29, parle de candidats indépendants. Dans la décision du Conseil, ce qui est nouveau, c'est que le Conseil reconnaît à la fois les entités regroupant des personnalités indépendantes et aussi le candidat indépendant. Et en troisième lieu, et ce que je trouve justement d'une grande portée, c'est que le Conseil, dans sa décision, a annoncé que pour ce qui concerne les modalités de contrôle du parrainage, il ne va pas prendre en compte tout candidat qui n'aura pas en fait donc un dossier complet. C'est-à-dire un dossier, un dossier qui manquera une pièce ou qui n'aura pas des parrainages en fait qui vont atteindre le minimum requis. Non, les dossiers complets, la composition des dossiers, un dossier complet, un dossier incomplet, on y reviendra pour éviter de brûler les étapes. On va rester sur le tirage au sort. Quelle est, à votre avis, la différence entre ce que dit le code électoral qui demande à ce que le tirage soit fait lors de dépôt des candidatures et ce qu'a fait le Conseil constitutionnel qui s'est appuyé sur la Constitution, qui a fait le tirage selon l'ordre de vérification des parrainages? Alors, vous savez, je ne veux pas revenir sur certains détails, mais Dieu sait que le tirage au sort, l'idée du tirage au sort vient de moi, en toute modestie. Mais vous étiez pour un tirage au sort, pour le dépôt ou pour la vérification? Parce que nous avons vécu en 2019, au premier jour, avec justement la généralisation du parrainage, toute la cacophonie. Vous vous rappelez à l'époque la bagarre qu'il y a eu, il faut le dire comme ça. Entre Aminata Touré et... Exactement. Oui. Alors, on s'est dit, donc l'enjeu aujourd'hui, à l'époque, c'était d'être le premier à déposer sa liste. Puisque, en fait, l'ordre du tirage, plutôt du contrôle, dépendait de l'ordre du dépôt. Donc, tout le monde se précipitait à déposer en premier lieu. Or, nous savons par expérience qu'en général, s'il n'y avait pas cette contrainte, les candidats déposaient leur liste, justement, au dernier moment. Comme ce fut le cas cette Exactement. fois-ci. Donc, si on doit instaurer un tirage au sort, le tirage au sort ne devrait pas porter sur l'ordre de dépôt des candidats, mais plutôt sur l'enjeu fondamental, l'ordre de contrôle. Et c'est exactement ce que le Conseil a rétabli.
Et ça a un sens parce que ça a permis effectivement aux candidats de ne pas se précipiter à déposer le premier jour alors qu'ils n'étaient pas prêts au vu justement des contraintes liées à la préparation des... je ne parle pas des autres dossiers, mais des autres éléments du dossier, mais plutôt à la préparation en fait, de leur liste ou la confection de leur liste de Alors, quand le parrainage. Conseil constitutionnel dit date limite de dépôt le 28 décembre à minuit. Le 26. Le 26 décembre à minuit. Est-ce que cela veut dire que le Conseil ne devrait plus prendre de dossier à partir de minuit ou cela veut dire que même s'il est minuit, s'il y a des mandataires qui sont encore sur place et qui n'ont pas eu la possibilité de déposer, le Conseil devait quand même prendre? Alors, il faut dire que le Conseil s'est conformé à la Constitution parce que c'est l'article 29 de la Constitution qui fixe en fait la période de dépôt des candidatures. Et dans un premier temps, le Conseil avait indiqué que les candidatures devraient être déposées au jour ouvrable de 8h à 15h. Et là aussi, il faut quand même saluer la sagesse du Conseil constitutionnel. Parce que constatant qu'on s'achemine à la fin de l'année et il y a un week-end assez long, avec le Noël, le lendemain de Noël qui est un jour férié, le Conseil a dit qu'il instaure en fait une permanence. Donc le Conseil a travaillé le samedi, le dimanche et le lundi qui était férié. Et j'avais même personnellement même fait un texte pour dire que la Caisse de dépôt et de consignation devrait s'aligner à la décision du Conseil constitutionnel. Parce qu'en vérité, c'est la Constitution, au nom de la liberté de candidature, qui fixe la période, mais s'il y a des jours non ouvrables, sur les 15 jours, quand même, si on globalise les jours non ouvrables et les jours fériés, on allait empêcher en fait donc aux candidats de bénéficier justement de 5 à 6 jours. Et pour ce qui est heureusement que le Conseil l'a rétabli. Maintenant, le Conseil a dit, parce que c'est le dernier jour, effectivement, on a la possibilité de déposer jusqu'à minuit. Pourquoi? Parce que la Constitution ne parle pas d'heure. Donc, pour être conforme à la Constitution, le dernier jour, on installe une permanence pour permettre effectivement aux candidats de déposer jusqu'à minuit, au plus tard. Et ça, c'est conforme. C'est ce que le Conseil a fait. Et le Conseil aussi a pris une autre décision, constatant que les derniers arrivants ont passé la nuit et le dépôt, compte tenu des procédures de vérification sommaire, justement donc des parrainages, surtout, malheureusement, a fait que des candidats étaient restés là-bas au lendemain jusque tard. Alors que le Conseil avait programmé initialement de faire le tirage au sort le 28, donc il était dans l'impossibilité de respecter ce délai. C'est pourquoi ils ont fait un autre communiqué pour dire finalement ils vont différer de 24 heures. C'est ce qui a été fait donc avant-hier, c'est-à-dire le 29. Alors, pour en revenir au tirage au sort, est-ce que le système de tirage au sort utilisé pour départager les candidats à Ndiaga Sylla, est-ce que vous le trouvez juste et démocratique surtout? Alors, a priori, le tirage au sort, bien qu'il soit aléatoire, mais est quand même équitable. Parce qu'a priori, les chances sont égales. Et au moins, ça a le mérite d'éviter en fait la cacophonie qu'on a rappelée tout à l'heure. Maintenant, je pense que il faut aller au-delà justement de ce constat vers les réformes majeures. Il faut repenser notre système justement de parrainage. A priori, moi, j'ai toujours dit que dans un pays, dans une démocratie, il faut quand même rationaliser les candidatures. La preuve, le prétexte a été justement la pléthore de listes enregistrées en 2017 lors des législatives, 47 listes. Alors aujourd'hui, imaginez s'il n'y avait pas le parrainage et que les 93 candidats soient validés. Matériellement, il serait difficile justement d'organiser en fait le scrutin. Mais en termes de qualité des candidats, de propositions, de participation au débat public, est-ce qu'un tirage au sort ne fausse pas un tout petit peu le jeu en permettant à tout et n'importe qui de mieux se positionner par rapport à l'autre? Alors, vous savez, j'ai un ami
expert électoral avec qui j'ai partagé la mission de l'Union européenne il y a un peu plus d'1 an, lui-même, il a attiré mon attention sur le fait que peut-être des